Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nouvel enregistrement en direct pour la semaine d'activité autour des droits des femmes. Nous sommes le 6 mars et aujourd'hui, nous avons souhaité mettre à l'honneur la vie affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Vous connaissez mon engagement pour l'intersectionnalité et Paul Maerten de C3S, Emma Kloster et Aude Grisoni d'Intimagir ont le même. Mettons sur le devant de la scène des femmes et des hommes en situation de handicap, de tout âge, de toute corpulence, de toute origine et milieux sociaux, avec des témoignages tout au long de cet épisode et une interaction possible avec le public. C'est parti. Alors, petit disclaimer avant de débuter, quand même, nous sommes 4 femmes, blanches et valides, mais nous ne plaçons pas en position de sachantes, simplement d'alliés et de relais. Alors, nous allons commencer par un rapide tour de table. Qui veut commencer ? Emma Kloster, je suis chargée de projet pour le Centre Ressources Intimagir Corse. Donc Aude Grisoni, moi je suis animatrice réseau pour le Centre de Ressources Intimagir Corse et de formation sexothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Paul Maerten, donc coordinatrice de Corse Stratégie Santé Sexuelle et animatrice de l'espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Merci mesdames d'être présentes et merci à vous de vous être déplacées pour nous écouter. Alors pour expliquer un peu l'épisode, nous avons un public concerné de plus ou moins loin, mais nos auditeurs et auditrices ne sont pas forcément des personnes sensibilisées. Donc dans un premier temps, j'aimerais que l'on définisse ce qu'est le handicap. Alors, le handicap, c'est en fait souvent quand on parle de handicap, on parle de situation de handicap. Donc, c'est-à-dire que c'est à un moment donné une personne qui a des déficiences ou des incapacités et au regard de l'environnement et des barrières sociales, elle se trouve en situation de handicap parce qu'elle ne peut pas accomplir telle activité ou n'est pas en capacité de. Donc, il y a un peu un spectre, on va dire, entre la situation de handicap qui serait à son extrême et la participation pleine à la vie sociale qui serait à l'autre opposé du spectre. Voilà comment moi je définirais. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, la définition est plutôt très précise. Est-ce que du coup vous souhaitez énoncer différents types de handicap qu'il pourrait y avoir ? Niveau handicap, bon, évidemment avec plus ou moins de liens entre chacun, mais on recense certains types. Donc on peut avoir le handicap pluri- ou polyhandicap, donc plusieurs pathologies associées. Le handicap dit TND, donc troubles du neurodéveloppement, avec les troubles 10, avec les troubles du comportement. L'autisme, donc les troubles du spectre de l'autisme. On a le handicap moteur, le handicap cognitif avec des déficiences intellectuelles. Et je pense que c'est bon. On a fait le tour. Après, il y a évidemment plusieurs handicaps. C'est un peu moche, mais ça s'appelle des comorbidités, avec différents types de handicaps qui s'entremêlent. Donc, ajouter plusieurs handicaps entre eux, on les nomme comorbidités. C'est ça s'appelle comme ça. C'est par exemple un trouble autistique avec trouble du comportement ou avec déficience intellectuelle. Je trouve ce mot très moche. Oui, ouais. Non, En fait. Ouais. Mais c'est le terme professionnel, entre guillemets. Moi, un des termes, tu trouves ce terme de comorbidité moche. C'est vrai qu'il est vraiment pas beau, mais moi, un terme qui me dérange aussi, je sais que j'en avais parlé avec Lucille, c'est invalide. On définit des personnes qui sont atteintes de handicap, d'un ou plusieurs handicaps, des personnes invalides. Donc, aux yeux de la société, pour moi, c'est vraiment un terme qui me choque et qui me dérange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, à titre personnel, je trouve que le problème, vraiment en France particulièrement, c'est que on va
On va écrire pour les professionnels de santé à destination d'un public en situation de handicap X, Y ou Z. C'est très bien, il faut. Par contre, il n'y a pas de recherche sur l'éthique des mots, le sens des mots et comment ils peuvent être perçus en fait par les personnes qui sont dans ces situations précisément. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire, peut-être pour ne pas parler d'invalidité ni de comorbidité. Enfin, c'est au-delà de moche. Pour le coup, il n'y a aucun respect dans le fait d'employer ces mots-là, quoi. Et alors, on en avait parlé aussi entre nous que la discrimination des personnes en situation de handicap s'appelait le validisme. Donc déjà, en termes de définition de la discrimination, c'est déjà discriminant en soi. Pour moi, le terme validisme discrimine déjà, alors qu'on est censé dénoncer quelque chose. Et c'est système d'oppression qui érige les corps et les capacités dites valides comme hégémonique, la norme à atteindre et préserver. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de handicap, on est valide aux yeux de la société. Dès qu'on a un handicap ou un facteur handicapant, on est invalide par la société. Oui, c'est ça, c'est vraiment la hiérarchie qui est faite entre les corps et les capacités. Au Canada, ils appellent ça le capacitisme, ils n'appellent pas ça le validisme. Et donc, c'est vraiment faire une hiérarchie entre les capacités et la validité, c'est le fait de pouvoir se mouvoir convenablement, disons, ou de pouvoir réfléchir, mais toujours en fait en lien avec une norme qu'on a érigée comme immuable et la vérité. Et c'est ça finalement qui est problématique, puisque en fait les déficiences ou les incapacités, elles nous amènent à penser la société différemment, et c'est très enrichissant. Avoir une personne avec un trouble de la communication, ça demande à repenser nos moyens de communication, et c'est enrichissant pour tout le monde de repenser les moyens de communication. Moi, je vous propose d'écouter un premier extrait. Je n'ai pas réussi à avoir de témoignages en amont de personnes en situation de handicap. Je devais en avoir un, malheureusement la personne est tombée malade, donc on n'a pas pu faire l'échange. Mais par contre, j'ai eu 2 échanges avec des personnes présentes dans cette salle qui m'ont parlé de leurs facteurs handicapants. Donc j'aimerais après qu'on échange sur ça. Donc écoutons le premier extrait. Je m'appelle Lucille et je suis atteinte d'un vaginisme primaire, donc ce qui signifie depuis la naissance ou durant l'enfance. Alors un vaginisme, c'est une contraction des muscles de la planche pelvienne, donc ce sont tous les muscles qui tiennent nos organes génitaux. Et le vaginisme, il existe 2 vaginismes, le vaginisme primaire, qui est donc celui que j'ai, qui arrive donc pendant l'enfance ou à la naissance, et le vaginisme secondaire qui arrive à la suite d'un traumatisme. Non, juste oui, peut-être ça empêche toute pénétration, que ce soit pénétration dans la sexualité ou au niveau des règles et au niveau de la gynécologie. Oui, c'est très douloureux, c'est-à-dire que ça peut rentrer, et suivant les personnes, c'est plus ou moins flexible, entre guillemets. Ça peut rentrer, mais c'est l'équivalent réellement d'un couteau qui rentre à l'intérieur du corps. Voilà, donc facteur handicapant qui pour le coup est genré, c'est-à-dire que uniquement des personnes qui ont un vagin peuvent être atteintes de vaginisme. Qu'est-ce que on pourrait réagir sur ce témoignage-là ? Bien, de façon très globale, le problème du vaginisme, c'est que si mes souvenirs sont bons et si je ne fais pas d'erreur par rapport à la personne qui en a parlé, mais c'est qu'il existe 2 types de vaginisme. Et selon le type, en fait, il y a plus ou moins de possibilités d'améliorer la vie sexuelle de la personne, quoi. Le problème, c'est que, je donne l'exemple dans les cours que j'ai autour de l'éducation à la santé sexuelle, on a eu un cours sur le vaginisme, un super gynéco, franchement au top
top niveau du CH de Marseille en l'occurrence. Et en fait, il y a plein de points d'interrogation. On ne peut pas répondre en fait à un soin spécifique dédié au vaginisme en fait. Il peut y avoir plusieurs méthodes, il peut y avoir des solutions, pas de solutions. L'idée en fait c'est surtout de permettre à la personne d'accepter ce handicap et finalement de trouver une passerelle, de trouver un biais, en tout cas pour accéder au plaisir et à l'épanouissement sexuel sans pour autant que cela passe par de la pénétration à proprement parler. Moi, je me permets de rebondir, ça me fait penser à la sexualité un peu normative, comme on la pense, qui est beaucoup à travers la pénétration pénovaginale, donc pénis dans le vagin, et même au-delà de parler de la pénétration, mais qui serait en duo, dans un couple, exclusive, une sexualité seulement dite vanille et pas de BDSM, par exemple, enfin bon, bref, et que finalement, je sais pas, je suis pas personne concernée, mais si la sexualité était moins normalisée autour de la pénétration, est-ce que le vaginisme aurait autant une place dans la réalité de cette personne? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Ben justement, je lui ai demandé comment est-ce que l'on se construit lorsque l'on est atteinte de vaginisme, et voici sa réponse. Je dirais que là où ça a été le plus handicapant, c'était au début, dans ma construction de femme, là où il y a une pression assez importante autour des rapports à l'adolescence, dans le début de vie de femme. Et pour moi, ça a été très handicapant parce que j'avais envie d'être comme tout le monde. Ça allait me permettre de me définir en tant que femme, à me permettre de passer de l'adolescente à la femme, là où en fait mon processus a été très long. J'ai essayé de forcer pour me dire que ben, en fait, si j'étais comme tout le monde, donc ça a été un réel handicap. Ça a été un handicap aussi quand je rencontrais de nouvelles personnes et que forcément, il faut davantage se définir comme ça parce que ça reste un point extrêmement important dans la sexualité. Et nous, on vit avec, mais ça ne veut pas dire que l'autre est d'accord pour vivre avec. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me comprend, qui me soutient et qui m'a permis de vivre ma sexualité autrement. Mais dans ma construction, en fait, ça a été extrêmement handicapant dans ma construction en tant que femme et aussi les impacts que ça a pu avoir sur mon corps. Alors déjà, le fait, oui, qu'on n'en parle pas, et même sur, moi j'ai fini par le trouver sur Internet, j'avais 20 ans, et avant, j'ai pas, alors soit j'ai pas eu, j'ai pas souvenir, mais soit j'ai pas eu le courage d'aller chercher, soit il n'y avait pas les informations, et soit j'avais pas assez d'éléments pour me dire que j'allais chercher avec les bons mots, etc. Donc déjà, d'une part, il y a une absence d'information, sachant que le vaginisme, il est sorti un petit peu en même temps que l'endométriose. C'est pas la même problématique. Et du coup, il y a eu quand même une sortie à ce moment-là, mais forcément, on entend beaucoup moins parler. En plus, c'est d'ordre psychologique, donc c'est encore plus complexe. C'est lié à la pénétration, donc je pense que ça aussi, c'est encore plus complexe. Et moi aussi, je pense que le jour où j'ai vu cet épisode de Sex Education où il y a eu le vaginisme, je me suis dit, mais waouh, en fait, même moi, ça faisait plusieurs années que j'étais consciente de ça. Et je me suis dit, ah, mais vraiment, je me suis dit, il y a d'autres personnes qui ont un vaginisme et ça peut réellement être considéré comme quelque chose d'important dont on peut parler dans une série aussi importante que Sex Education. Et pour moi, ça m'a fait du bien. Mais encore aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas tant que ça. Et pourtant, ça fait plusieurs années qu'on essaye de l'intégrer. Donc, c'est un peu compliqué. Déjà, c'était compliqué il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça l'est encore un petit peu. Mais c'est sûr que quand moi, à 12 ans, j'ai dû mettre un tampon et que ça m'a fait un mal de chien, il n'y a personne qui m'a dit quoi que ce soit. Mes parents n'étaient pas informés.
Et en grandissant, heureusement, j'étais curieuse et j'ai fini par trouver à mettre les mots. Mais sinon, même que ce soit les médecins sont pas du tout formés à ça, les gynécos sont pas du tout formés à ça. Donc c'est hyper compliqué de vivre avec ça si on n'est pas curieux, si on n'est pas ouvert sur son corps et si on n'est pas en acceptation sur ça et sur sa sexualité. Bon, du coup, il y avait d'autres infos après dont on a parlé, comme quoi, du coup, il n'y a pas réellement de suivi et qu'il n'y a vraiment pas d'informations autour de ce sujet-là. Moi, je me pose une question quand même. Est-ce que c'est valable pour tous les types de handicap, ce témoignage-là, à savoir, il n'y a pas assez d'informations et donc, du coup, des fois, on ne sait pas et on fait des suppositions, ou bien est-ce que c'est valable pour certains types de handicap qui sont fluctuantes. Ouais, alors je dirais qu'il y a plusieurs choses à préciser, que la situation de handicap, comme on le disait un petit peu au début, c'est une situation dans un temps donné, dans un espace donné, qu'elle est toujours à mettre au regard, enfin que les déficiences et les incapacités sont à mettre au regard de l'accessibilité, l'adaptation qui fait partie de l'environnement et du social. Est-ce qu'on a assez d'informations pour tous les types de handicap ou bien est-ce que c'est selon certains handicaps qu'on en a plus ou moins? Et voilà, et par rapport à ça, je dirais que là, pour le vaginisme, manquer d'informations, ça a l'air assez prégnant. Pour d'autres types de handicaps, par exemple handicap sensoriel, auditif, visuel, je dirais qu'il s'agit plutôt de l'adaptation, c'est-à-dire que le contenu, il existe, mais comment on le transmet, à travers quels moyens de communication on transmet les informations qui existent déjà dans le droit commun. C'est plutôt là-dessus, du coup, les difficultés à certains types de handicap. En fait, le handicap, c'est tellement divers, varié, et puis on parle d'une personne, donc c'est vraiment du cas par cas. Ouais, j'aime bien cette idée de cas par cas parce que on peut avoir toute la théorie possible et inimaginable qui va effectivement apporter des outils pour pouvoir adapter un discours ou en tout cas des moyens, des dispositifs, etc. aux personnes en situation de handicap. Mais autant de personnes qu'il existe, autant de handicaps il existe également. Donc, ce qui va, mais pour tout public d'ailleurs, une personne qui va être incarcérée, donc privée de liberté, elles ne vont pas toutes vivre la même expérience en milieu carcéral. Par rapport à l'intime, par rapport à... Tout à l'heure, tu parlais de sexualité, de santé sexuelle et affective. Quand est-ce qu'on parle aussi de santé relationnelle entre les personnes? Parce que c'est un truc tout bête, mais je trouve ça très français, encore une fois, même si a priori on développe pas mal de choses et qu'il y a quand même une volonté nationale de faire progresser les choses. Mais je donne un exemple tout bête par rapport à l'accessibilité. On n'est même pas dans le domaine affectif, relationnel et sexuel. Non, même pas du tout. Quand j'ai eu 6 ans, je suis partie aux États-Unis. Bon, il y a 6 ans, donc j'avais 6 ans, c'était il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans, je vais aux États-Unis. Tout était adapté, c'est-à-dire de la sortie de l'avion à l'aéroport jusqu'au moment où tu visites des musées, les taxis quand ils s'arrêtent, etc. Tout est fait, même au niveau urbanistique, pour les personnes, quelle que soit leur situation de handicap. Aujourd'hui, en France, 30 ans après, la question que je me pose, c'est est-ce que les efforts sont suffisants? Est-ce qu'ils ont été bien pensé? Est-ce que les Français ont pris l'exemple sur des pays où ça fonctionne depuis plus de 30 ans? Bon, et là, on est sur un accès juste urbanistique. Et côté santé relationnelle, affective, sexuelle, bon, quand tu relis la stratégie nationale de santé sexuelle, elle est chouette, hein, elle est toute mignonne, et puis c'est du bon sens. Hein. Mais en fait, quand tu la lis, alors oui, on va parler des personnes en situation de handicap, mais à quel moment il y a des précisions? Parce que le plus grand problème que l'on vit, entre guillemets, enfin en tout cas que je vis en tant que professionnelle, c'est finalement quelle confiance on va accorder à des personnes qui vont parler de santé affective, relationnelle et sexuelle auprès de personnes en situation de handicap. Ce qui va ressortir, c'est « Ah oui, mais attention, il y a peut-être des choses faut peut-être pas tout dire. » Mais bien sûr, mais on le sait.
Mais si la stratégie à la base nous laissait aussi une liberté et rendait accessible l'éducation à la santé sexuelle, affective et relationnelle auprès des personnes en situation de handicap, je veux dire, il y aurait un peu moins d'inquiétude de par les professionnels en général et peut-être que les choses seraient beaucoup plus fluides. Ça, on pourra y revenir après parce que justement, j'ai demandé à 2 mamans qui sont belges et qui ont bien accepté de témoigner, qui se sont vraiment emparés de cette thématique-là pour le bien-être de leur enfant, parce que leur enfant était en situation de handicap. Et ça, j'ai trouvé ça super, parce qu'il y a déjà un tabou, mais alors quand on rentre en plus dans les familles, il y en a 2 fois plus, et quand on rentre en plus dans les familles, lorsqu'il y a une personne en situation de handicap, il y en a 3 fois plus. Et moi, j'adore les personnes qui s'énervent, parce que comme ça, je passe pas que pour l'hystérique, moi. Donc, merci Paul de t'être énervé. Il faut taper du poing sur la table. Peut-être pas celle-là, parce que je pense qu'elle se casse. Mais voilà. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait avant de passer à la partie d'après. Deuxième personne qui a des facteurs handicapants. Je suis Nathalie Paolette, diabétique de type 1. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. J'anime le podcast Vivre le diabète, qui a pour but d'accompagner les patients diabétiques et partager mon expérience. Le diabète peut impacter la vie sexuelle de différentes manières. Bien que ça ne soit pas systématiquement considéré comme un handicap, ça l'est forcément au sein du couple. Il est à noter que le diabète se manifeste lorsque le pancréas cesse de sécréter de l'insuline, diabète insulinodépendant de type 1, ou en sécrète en quantité et en qualité insuffisante, diabète de type 2. Si le diabète n'est pas correctement équilibré, ce qui signifie que le taux de sucre dans le sang reste trop élevé, hyperglycémie, pendant une période prolongée. Cela peut entraîner de graves complications pour la personne diabétique. L'hyperglycémie peut avoir un impact significatif sur les fonctions sexuelles en raison des dommages qu'elle peut causer aux artères et aux nerfs. Les troubles microvasculaires qui affectent les petits vaisseaux sanguins peuvent entraîner une neuropathie sous forme périphérique, affectant les nerfs périphériques dans tout le corps, ou locale, affectant spécifiquement les nerfs dans une région donnée. Les complications vasculaires peuvent avoir un impact significatif sur la santé sexuelle. Chez la femme, les lésions artérielles peuvent entraver l'apport sanguin vers le vagin, ce qui peut entraîner une sécheresse vaginale et des douleurs lors des rapports sexuels. De plus, l'excès de sucre dans les urines peut favoriser le développement de mycoses génitales. Les levures et les champignons prospèrent dans un environnement riche en sucre, ce qui peut conduire à des infections fongiques. Par ailleurs, chez la femme diabétique, la prise d'antibiotiques peut également perturber l'équilibre naturel de la flore vaginale, ce qui augmente le risque de mycose génitale. Une baisse de l'estime de soi peut entraîner une baisse de la libido et du plaisir sexuel. Chez l'homme, si les artères sont endommagées, cela peut restreindre le flux sanguin vers le pénis, ce qui peut entraîner des troubles de l'érection. Lorsque les nerfs impliqués dans l'érection et l'éjaculation sont lésés, cela peut conduire à une dysfonction érectile et des problèmes d'éjaculation. Une complication spécifique qui peut survenir est l'éjaculation rétrograde, où le sperme est propulsé dans la vessie au lieu d'être éjaculé normalement. De plus, une diminution de la testostérone peut également contribuer à une diminution du désir sexuel. En conclusion, pour prévenir ou gérer ces problèmes, il est essentiel pour les diabétiques de maintenir une glycémie équilibrée, de ne surtout pas rester en hyperglycémie, de surveiller leur santé sexuelle et de consulter leur médecin en cas de problème pour obtenir des conseils et des traitements appropriés. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que Nathalie est toujours très juste et pour le coup très scientifique dans la description que tu as faite dans ce podcast. Merci beaucoup.
Oui, voilà, c'est des notions quand même très pointues, moi, que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, on peut voir que les objets, entre guillemets, sexualité et handicap peuvent être lus au prisme biologique, médical, sociologique, comme on en a déjà parlé, on va en reparler, législatif, comme on va en parler. Enfin, c'est vraiment... Il y a, selon le prisme avec lequel on regarde ces objets, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Et puis on voit surtout que c'est très lié. Je pense que Nathalie fait très bien notre transition. Est-ce que les personnes en situation de handicap ont une vie sexuelle et affective ? Bon, de toute façon, la réponse est oui. Et je pense que la réponse est aussi en fonction de la personne, en fonction des envies, etc. Moi, je me demande aussi, est-ce qu'il y a autant d'infos sur le handicap que sur l'accès des relations affectives, relationnelles et sexuelles en fonction de chaque type de handicap? Oui, parce que finalement, la question, c'est pas tellement de savoir si les personnes en situation de handicap, elles ont, oui ou non, une sexualité. C'est plutôt, est-ce qu'elles ont un droit d'accès, une liberté d'accéder à leur sexualité dans les formes que les personnes concernées souhaitent qu'elles prennent, enfin, voilà, comme toute personne. Et donc, du coup, sur est-ce qu'elles ont accès à une liberté de relations affectives, sentimentales, sexuelles, la réponse est un peu plus nuancée, disons. On va y revenir. Est-ce qu'on peut définir dans cette partie la santé sexuelle ? Je me tourne vers la personne concernée parce qu'en plus, on a parlé tout à l'heure des champs en santé sexuelle. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour qu'on comprenne de quoi on va parler ? C'est très général, mais la meilleure définition est celle de l'OMS. Alors, je ne l'ai pas exactement par cœur en tête, mais en tout cas, c'est de donner suffisamment d'informations, de droits et d'accès à toute personne pour un état de bien-être et d'épanouissement sexuel. Et je rajouterais que la santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être et de la santé globale. Évidemment, évidemment. Et le problème, c'est... Enfin, tu vas me dire que je soulève toujours les problèmes, mais quand même, il y en a pas mal et qu'il faut les dire. Le souci aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la santé, on va travailler de façon très séquentielle. Bon, on va travailler la santé sexuelle, et puis alors, tu bouges pas de ta place. Tu vas travailler la santé mentale, et puis surtout, ne bouge pas de ta place. Tu vas travailler la santé environnementale. Oh, bah tiens, il y a des trucs sympas, design social, etc. Ça fait très bien dans le décor. Bon, seulement à un moment donné, il y a des ponts à faire entre toutes ces santés-là, parce qu'à un moment donné, tout ça est transversal. Et que, encore une fois, on ne peut pas séquencer les choses. Parce qu'effectivement, quand tu as des troubles, pas des troubles forcément, mais que, bon, côté santé sexuelle, par exemple, ça va pas fort. Forcément, ça va jouer sur ta santé mentale. Mais quand tu as ta santé mentale qui va pas très bien, bah forcément, ça va jouer sur ta santé sexuelle. Et je pense que quand tout le monde aura compris ça, déjà, on travaillera tous vachement mieux ensemble. Beaucoup mieux ensemble. Et peut-être qu'on arrivera à, encore une fois, mettre en valeur les besoins et les envies aussi de la société civile. Parce qu'à un moment donné, là, pareil, la stratégie nationale de santé sexuelle, alors on va parler de promotion de la santé sexuelle, on va parler de lutte contre les discriminations, des amélioration du parcours de santé en matière d'IST, de VIH, etc. Amélioration de la santé reproductive, répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, promouvoir la recherche, les connaissances et l'innovation en santé sexuelle et prendre en compte les spécificités des régions. Génial. À quel moment on va parler de plaisir ? Pour les personnes en situation de handicap, à quel moment on les interroge, elles et eux, en leur disant toi ou toi, pour toi, ça va être quoi ta définition du plaisir ? Qu'elle soit de manière... Et à quel moment on leur laisse la place et le choix d'être dans une autodétermination absolue face à tout ça ? Et puis, je pense que, on n'en parle pas de toute façon à des personnes qui ne sont pas atteintes de handicap. Donc, de toute façon, on va encore moins en parler à des personnes que l'on ne considère pas aptes soit à avoir des relations sexuelles, soit à comprendre la notion de plaisir. Mais la sexualité est déjà très normative.
même pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui sont blanches, qui sont valides, qui sont hétéros. Alors évidemment, pour des personnes en situation de handicap, c'est encore plus tabou. Et nous, c'est ce qu'on se dit beaucoup, c'est que la sexualité, en dehors de la reproduction, est hyper tabou. Le handicap est tabou. Alors la sexualité liée au plaisir des personnes en situation de handicap, c'est vraiment flou pour beaucoup de Nous personnes. sommes très transgressives. Non, mais c'est clair. Hein. Et puis, Paul, tu as mentionné la notion d'autodétermination, et avant d'aller la questionner sur l'exercice de la sexualité ou dans le cadre de la santé sexuelle, si on venait à poser des questions aux personnes en situation de handicap on nous a donné l'exemple très pragmatique de poser la question le matin au petit déjeuner, de savoir la mère qui a témoigné, là, dont vous allez entendre le témoignage, poser la question à sa fille le matin au petit déjeuner: est-ce que tu préfères une tartine à la confiture ou une tartine au fromage? Finalement, ça, c'est déjà la première étape de l'autodétermination, c'est de laisser le choix et de laisser la personne concernée faire acte. Je vous propose d'écouter du coup le témoignage d'une des mamans que j'ai interrogées, qui se trouve en Belgique. Je ne sais plus si j'ai laissé ce passage-là, et qui s'est vraiment emparée, comme je vous le disais tout à l'heure, de la notion de relation affective, relationnelle et sexuelle pour sa fille, parce que sa fille est atteinte d'autisme. On écoute. Bonjour, d'abord je vous remercie de m'avoir invitée pour témoigner en tant que maman d'une jeune femme de 25 ans qui se prénomme Natacha et qui est atteinte d'un handicap mental important, et elle est autiste aussi, avec des manifestations importantes des troubles du comportement si l'environnement n'est pas clair pour elle et si la communication n'est pas adaptée. Et je suis rentrée dans le monde du handicap par la grande porte en ayant une magnifique petite fille, ma deuxième fille, Natacha. Et donc, quand Natacha est née, c'était un petit bébé un merveilleux petit bébé, mais très vite, elle a présenté des retards de développement, et on s'est rendu compte que elle n'avait pas l'air de bien voir, elle n'avait pas l'air d'entendre, ou bien quand elle entendait, c'était particulier. Puis elle s'est développée au niveau physique très très lentement. Et finalement, quand elle a eu 1 an, j'ai dû faire toute une batterie d'examens neuropédiatres, IRM fonctionnel, radio, etc. Et on a vu qu'elle avait un trouble du développement, mais on ne savait pas lequel. Et avec le temps qui passait, elle a commencé à parler, mais à dire des petits mots, mais elle ne savait pas à quoi ça servait. Donc, elle pouvait rester dans son lit pendant des heures sans penser à m'appeler, alors qu'elle savait très bien chanter « Maman, les petits bateaux ». Mais voilà. Et donc, vers 4 ans, on a posé le diagnostic de trouble envahissant du développement, comme on l'appelait à l'époque, donc autisme, avec un retard mental qui se montrait de plus en plus. Donc, on a mis en place, déjà depuis toute petite, toutes sortes de choses pour l'aider dans son développement, notamment de la kiné. Et puis alors, moi, je me suis beaucoup investie dans la compréhension des particularités des conséquences de son handicap. Et je me suis formée à l'autisme, je me suis engagée dans des associations d'aide pour offrir un soutien éducatif à ma fille. Enfin voilà, comme beaucoup de parents, le parcours du combattant. Et moi, je me suis lancée dans l'aventure parce que j'avais une grande colère, une grande énergie, et je voulais absolument faire quelque chose. Et donc, on a mis en place des soutiens à la communication, principalement des soutiens visuels. Natacha a pu commencer à comprendre que les bruits qu'elle disait, c'était des mots qui servaient à communiquer. Et donc, elle a pu quand même rentrer dans un langage fonctionnel du niveau d'un petit enfant, je vais dire de 2-3 ans, mais sans avoir compréhension de ce qui est symbolique.
Et ce qui est un peu troublant maintenant qu'elle a 25 ans, c'est comme elle a une très, très, très grande mémoire, y compris un GPS intégré dans la tête, mais elle peut répéter des longues phrases. Et on croit qu'elle comprend ce qu'elle dit, mais en fait, quand on pose des questions plus précises, elle comprend pas forcément. Elle sait que c'est quelque chose qui se dit à un moment, mais elle comprend pas vraiment le détail de ce qu'elle dit. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans ce témoignage, c'est vraiment l'implication de cette maman qui a quitté son métier, hein, j'ai pas laissé l'extrait, mais qui a quitté son métier, qui s'est formée et qui a voulu vraiment à un moment donné savoir comment sa fille pourrait accéder à une vie sans avec le moins de contraintes possibles. Et ça, je trouve déjà extrêmement courageux. En tant que maman, elle le dit, ensuite on pourra écouter son témoignage là, mais d'accepter aussi que son enfant est une personne à part entière. Et donc c'est aussi ce concept de valide ou invalide, de considérer qu'une personne en situation de handicap, c'est un humain complet. De toute façon, c'est une personne à part entière, et le mot invalide est vraiment dénué de tout sens, parce que une personne en situation de handicap peut vraiment techniquement, si on lui explique et qu'on apporte des connaissances adaptées à sa compréhension, accéder à une vie dont elle aura vraiment envie. L'extrait illustre bien aussi l'importance de donner les moyens de communication pour interagir, en tout cas là, entre la mère et l'enfant qui n'est plus un enfant. Et ça me fait penser, là, vraiment récemment, est sorti dans la presse l'histoire qui s'est passée à l'IME parisien de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, où en fait il y a un jeune garçon de 14 ans polyhandicapé accueilli à l'IME dont sa mère s'est formée à la CAA, donc la communication alternative et améliorée. Ce qui lui a permis en fait au jeune homme de dénoncer un viol qu'il avait subi par un éducateur de l'IME, et ça a ouvert la voie à 9 autres personnes. Donc il y a 10 personnes qui condamnent pour agression sexuelle, dont 3 de viol, et en fait ça a été rendu possible grâce aux moyens de communication. Donc les moyens de communication, c'est la capacité d'agir, c'est l'autodétermination, et c'est un peu le nerf de la guerre pour certains cas de personnes en situation de handicap. En fait, tu abordes directement la question que je voulais poser, mais c'est très bien. C'est pourquoi l'importance, en fait, de traiter de ces sujets-là, affectifs, relationnels et sexuels, pour des personnes en situation de handicap. Donc, tu as apporté un premier élément qui nous montre vraiment en quoi c'est essentiel. C'est malheureusement également pour les violences. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? La meilleure façon de prévenir les violences, la façon la plus efficace de prévenir les violences, c'est l'information, c'est la sensibilisation. Et comment parler de violences sexuelles ou sexistes ou affectives, sans parler de ces questions-là. Et encore une fois, pour moi, parler de violence sans parler du côté plaisir et agréable de la sexualité, c'est contre-productif totalement. Et c'est vrai que pour avoir travaillé dans des IME, souvent il y a des affiches de lutte contre les violences sexuelles, et aucun des résidents-résidentes n'a d'éducation à la sexualité jusqu'à il y a peu de temps. Donc toutes ces questions de consentement sont hyper présentes pour les personnes en situation de handicap, je crois qu'il y a plus d'une femme sur 2 porteuse d'autisme qui a déjà vécu des viols. C'est des chiffres qui sont impressionnants. 80% des personnes en situation de handicap ont vécu des violences sexuelles. Donc c'est comment, Emma, de 5 fois plus de C'est une femme en situation de handicap a 5 fois plus de risque d'être exposée à de la violence. Et pour les femmes sur le spectre du trouble autistique, c'est 88% ont déjà vécu des violences. C'est énorme. C'est énorme, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, on ne traite qu'une partie de la question. Et qu'on ne traite déjà pas. Mais encore une fois, les questions des violences faites aux femmes sont quasiment pas abordées, et encore plus des femmes en situation de handicap. On revient beaucoup sur ce problème-là.
Alors, le côté positif, pour une fois, ce que je trouve extraordinaire quand même, malgré l'horreur de ce qui est subi par toute personne, hein, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, c'est qu'à un moment donné, toutes ces révélations, MeToo garçon, MeToo inceste, MeToo handicap aussi, etc. Là, l'article qui Pourquoi lui il a eu pu- lieu, MeToo Handicap? Non, mais ça va Encore. venir, j'espère. Enfin, c'est une idée comme ça. J'étais en train de me dire, j'ai loupé quelque chose. Pas du tout. Mais il faudrait. C'est ce dont ça parle, en fait, l'article que tu as lu. À un moment donné, ce que l'on voit, c'est que il y a une volonté de la société civile de protéger les personnes vulnérables, où on va retrouver les enfants, on va retrouver les femmes, on va retrouver les personnes en situation de handicap, etc. On voit qu'il y a eu la Civise et puis le gros bazar qui a été fait autour de l'éviction du juge Durand. Bon, c'est tout ça, je veux dire, prend du sens quand on regarde, quand on analyse. Et il y a cet article sur tout d'un coup, parce qu'on va donner la communication à une personne en situation de handicap, il y a des choses qui sortent comme de par hasard. Ça sort. Et ça sort multiplié par 9. C'est une boîte de Pandore, quel que soit le public qui est concerné, parce que c'est tout le monde par rapport aux violences sexuelles, qu'elles soient intra, extra, familiales, conjugales et tutti quanti. La pédocriminalité aussi, il faut en pouvoir en parler de ce mot-là. Hein. On n'est pas pédophile, on est pédocriminel. On n'aime pas les enfants. On leur fait du mal. Oui, exactement. C'est un crime. Donc à un moment donné, il faut quand même faire ce constat que tous les jours, au niveau médiatique, il y a une affaire qui sort, il y a des choses qui sont dites. En tout cas, le sujet, quoi qu'il arrive, sort. Maintenant, la question à se poser, c'est quand est-ce que les politiques, encore une fois, les institutions, Mais voilà, en fait, tu en viens au fait de dire de pourquoi est-ce qu'ils s'emparent pas du sujet. Et c'est que techniquement, ils ont quelque chose forcément à cacher. Parce qu'on en revient au même, mais libérer la parole, bien sûr, mais là, libérer l'écoute. Parce que là, pour cet exemple-là, on a donné un moyen de communication à cette personne qui a du coup communiqué, parlé. Et là, l'écoute a l'air d'être présente parce qu'il y a ça aussi, c'est que reconnaître aussi que les personnes en situation de handicap ont une vie affective et sexuelle, c'est aussi reconnaître que les personnes en situation de handicap sont victimes de violences sexistes et sexuelles. et qu'avant même qu'elles soient en situation de handicap, ce sont des personnes. Donc elles sont de toute façon à prendre en compte et en considération. Je veux qu'on reprenne cette notion de droit. Juste avant, je voudrais aussi préciser, et c'était dans mon introduction, que lorsque l'on rajoute l'intersectionnalité, donc l'intersectionnalité, c'est-à-dire lorsque une personne va accumuler des discriminations, donc c'est-à-dire une femme va avoir la discrimination du sexisme, une femme handicapée va avoir la discrimination du sexisme et du handicap. Si on rajoute le fait qu'elle soit en surpoids, de la grossophobie, si en plus elle est racisée, du racisme, si voilà, et c'est valable pour un homme aussi, sauf qu'on enlève le sexisme, et encore je pense que sur certains sujets il y a du sexisme envers les hommes, mais tout ça pour te dire que en fait, et ça rejoint tout à l'heure ce que tu disais sur la transversalité, c'est qu'on ne traite pas l'ensemble des sujets de manière transversale pour apporter une compréhension globale et adaptée à tous les types de publics sur tous les sujets. Revenons sur le droit des relations intimes et sexuelles, l'accès différent selon le handicap et la législation et la protection des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez quelque chose Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'un droit à la sexualité, ça c'est le juriste français Bruno Pi qui en parle très bien, le droit à la sexualité, il existe pour personne. C'est pas un dû de la société d'avoir des relations sexuelles. Mais par contre, la liberté d'accéder à la sexualité, ça c'est pareil pour tout le monde, dont les personnes en situation de handicap, bien sûr. On va écouter un deuxième témoignage de Danielle, donc la maman que l'on a écoutée tout à l'heure, qui nous parle du consentement éclairé pour les personnes en situation de handicap.
Une question qui revient régulièrement, c'est la question du consentement éclairé et libre. Alors il est évident que pour ma fille Natacha, c'est très compliqué. Moi, je ne peux que me fier à ce qu'elle exprime par son comportement. Donc, si elle propose quelque chose, donc si elle va vers quelqu'un, qu'elle a envie de se promener avec quelqu'un dans le couloir en lui donnant la main, et qu'elle donne la main et que la personne accepte de la main de Natacha, bon, là, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, si Natacha veut absolument attraper la main, et que la personne n'a pas envie de donner sa main, il faut que Natacha puisse accepter que la personne n'est pas d'accord. Donc, ça, c'est compliqué dans ce sens-là. Dans l'autre sens, pour Natacha, ce n'est pas compliqué parce qu'elle sait très bien dire non. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a naturellement en elle. Donc, la question de dire non quand elle n'a pas envie, quand c'est une autre personne en situation de handicap qui a une communication non verbale, je vais dire, donc gestuelle, ça pose pas de problème. Mais là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est si une personne aurait envie d'intimité avec Natacha et que la personne séduise Natacha. Natacha, là, ne serait peut-être pas en mesure de comprendre qu'on l'amadoue, je vais dire ça comme ça. Et là, je suis fort embêtée parce que je n'ai pas de solution. Natacha, si quelqu'un de valide voudrait arriver à des fins malhonnêtes, c'est-à-dire sans du tout tenir compte de la situation et de l'état de Natacha et de son consentement, mais je suis démunie. Donc, j'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est le comportement de ma fille qui va me donner des indications sur a-t-elle été respectée ou elle respecte-t-elle. Mais il faut vraiment que l'environnement autour d'elle soit soutenant, donc qu'elle soit quand même encadrée et allez, je veux dire, on ne peut pas la surveiller 24 heures sur 24. Elle peut avoir aussi des moments où elle est seule dans l'institution, dans le parc de l'institution, etc. Mais elle n'est pas en possibilité d'aller faire un tour en milieu ouvert. Là, elle n'aurait pas la possibilité ni elle d'être protégée, ni elle voilà, comme l'histoire avec le petit garçon qu'elle avait plaqué dans le fond du bus, je suis pas certaine qu'elle ne pourrait pas le refaire. Donc voilà, la question du consentement, c'est vraiment quelque chose de délicat et il faut vraiment, vraiment être tous raccord avec ça. J'ai envie de dire que toute l'équipe doit vraiment se réunir et mettre en place des dispositions pour que ma fille puisse être à la fois protégée et ne pas, elle, être abuseur. Donc, c'est compliqué. L'enjeu de cette question, c'est la liberté de la personne. Le consentement vient Enfin, c'est un risque. C'est un risque. On prend un risque quand on offre à la personne la possibilité d'épanouir sa dimension affective et sexuelle. Mais je trouve que c'est un risque auquel ils ont droit. En tout cas, je veux que ma fille puisse avoir ce risque dans sa vie parce que je trouve qu'elle a le droit à être épanouie dans toutes les dimensions de son être. Là, on voit bien que, c'est pas du tout pour prôner les violences ou le harcèlement ou des choses comme ça, mais on voit bien que même les personnes en situation de handicap ne sont pas exemptes de tares et de vices parce qu'elles sont des personnes humaines et ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi, ça me fait penser un peu à l'idée paradoxale qui mettrait les personnes en situation de handicap soit sur un pied héroïsme, des personnes extraordinaires, etc. Ou alors, à l'inverse, sur la pauvre personne en situation de handicap, mais tu comprends, la charité, etc. Et en fait, finalement, les deux représentations sont très faussées. Et je trouve que, moi, ça me fait penser un peu à ça, l'extrait. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est qu'encore une fois, là, évidemment, personne en situation de handicap avec apparemment déficience mentale. Donc, les risques sont augmentés, l'inquiétude est augmentée, mais cette inquiétude de maman, c'est une inquiétude de maman.
ou de proches ordinaires. Est-ce que si elle tombe sur quelqu'un qui la manipule par ses sentiments, est-ce qu'il ne pourra pas profiter d'elle d'une façon ou d'une autre? C'est des questions qu'on peut toutes se poser, qu'on s'est tous et toutes déjà posées sur des proches. Donc moi, j'aime beaucoup ce témoignage parce qu'elle replace vraiment sa fille en tant que femme. On lui offre, entre guillemets, ce droit d'avoir des soucis de consentement, mais comme on offrirait ce droit, entre guillemets, à n'importe quelle femme. Et aussi de se dire, parce qu'en fait, elle en parle à un moment, elle a plaqué un garçon au fond du bus. En fait, c'est une situation qui s'est produite et qui a été gérée immédiatement sur l'instant T avec les accompagnants et accompagnantes où, Natacha, elle a un peu abusé parce qu'en fait, elle aimait tellement ce petit garçon qu'elle a voulu, et en fait, ensuite, on lui a expliqué il faut que tu demandes, on lui a illustré par des affiches, oui, non, nanana, et en fait, elle a été tout à fait en capacité de comprendre. Je pense que c'est quelque chose qu'elle doit refaire assez souvent pour ne pas que sa fille oublie. Ça, c'est une supposition de ma part, mais autant je me trompe. Mais en tout cas, elle a été ensuite tout à fait capable de demander le consentement d'une personne et d'accepter que la personne en face puisse lui dire non. Du coup, au niveau de la législation, est-ce que vous pensez que l'on a fait le tour et du consentement libre et éclairé, la chose qui nous avait, auquel on a... Le sujet dont on avait parlé lors de notre visio, c'était est-ce qu'une personne en situation de handicap peut avoir des relations relationnelles, affectives et sexuelles avec une personne sans handicap, sans facteur handicapant? Oui, pour moi, elle a même pas lieu, cette question, évidemment. Là où la législation va se positionner, c'est plutôt en termes d'âge. Mais c'est indépendamment de la situation de handicap ou non, la reconnaissance à la MDPH ou voilà. On peut toujours se poser la question évidemment qu'une personne en situation de handicap avec, encore une fois, par exemple, déficience mentale, a un consentement potentiellement moins éclairé face à une personne qui n'est pas en situation de handicap. Mais c'est toujours ce rapport de domination qu'il peut y avoir entre un homme de 50 ans de classe élevée financièrement face à une femme de 20 ans racisée. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, une question qu'on peut généraliser sur n'importe quelle personne. Donc les questions, vous l'aurez compris, et tout à l'heure j'ai essayé de le dire, peuvent sembler assez simplistes et bon, de toute façon ça paraît évident pour des personnes concernées ou des personnes qui se sont déjà posé des questions. Mais pour d'autres, ça peut vraiment être un enjeu parce qu'on ne se pose pas la question, parce qu'on ne veut pas faire de suppositions et surtout parce qu'on ne veut pas faire de suppositions et penser à la place de la personne. Mais c'est un droit, ok. Est-ce que les acteurs de terrain s'en emparent? Paul, c'est une question pour toi. C'est pas tout à fait la même. On va essayer de travailler en entonnoir. Hein. Je relisais un truc que je m'étais noté, que en gros, en France, la prise en compte attends, c'est bon, je recommence. Que la France, en gros, tant au niveau législatif que des politiques de santé, le terme qui revient, c'est s'efforce d'incorporer les besoins des personnes en situation de handicap dans ses programmes de santé publique. Cela est en partie guidé par les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, le CNU-DPH, ratifiée par la France, qui inclut l'accès aux soins de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. On n'en a pas parlé de la reproduction. Comme étant un droit fondamental. Waouh! Sur le papier, c'est canon aussi. Je trouve ça quand même vachement sympa, c'est ironique, qui s'efforce quand même de penser à la question parce que sans eux, je me demande vraiment. Mais dans le sous-texte, ça veut dire quoi? Il y a de la bonne volonté, hein. On y va, hein. On essaye, hein. C'est génial. Par contre, ça demande énormément d'efforts, de remise en question. Parler de la sexualité, nous professionnels, entre guillemets, hein, peu importe lesquels. Peu importe les publics avec lesquels tu vas avoir affaire, hein, encore une fois, hein, peu importe. Mais parler de la sexualité, de la vie relationnelle, affective à l'autre, forcément, ça remet en question ce que tu es au plus profond de toi-même, dans ton intimité la plus intrinsèque, du coup. Et forcément,
Je veux dire, tout le monde n'est pas non plus, et là au-delà des formations X, Y, Z, mais ne sont pas faites pour interroger leur intimité en permanence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bon, là, tu as 3 nénettes autour de la table plutôt sympathiques et plutôt engagées sur la question. Mais techniquement, enfin, et là, je parle sur le territoire à proprement parler, combien sommes-nous à être tout le temps dans cette remise en question et de notre propre positionnement. Et même nous, moi personnellement, on a souvent du mal à le faire. Enfin, on a ces représentations qui reviennent forcément. On a même nous, en tant que personnes professionnelles concernées et même militantes sur le sujet, nos propres représentations qui reviennent. Et c'est vrai que ça demande une déconstruction de sa propre sexualité, de sa propre intimité et du fait, enfin, on le voit, on a des murs aussi face à nous par rapport à ça, parce que c'est pas n'importe quel sujet. On parle quand même de sexualité, d'intimité, qui est un sujet qu'on aborde rarement autour d'une table. Enfin, c'est rare qu'on discute de ça. Et c'est bien dommage. De sexualité en général, tu as tout à fait raison. Et quand on ajoute certains facteurs, on en parle encore moins. On en parlait lors des caravanes d'Arnaud Gallet sur l'inceste. En fait, c'est un angle mort avec des personnes qui sont en angle mort. Donc, en fait, tu n'en parles tellement pas, quoi. Et même quand la question de la sexualité est abordée, c'est toujours sur une question de performance ou à la limite de parentalité. C'est rarement au niveau des violences, au niveau du plaisir, enfin on en revient à ce qu'on disait. Et il y a peu de représentation. Ça me fait penser au premier témoignage sur le vaginisme, c'est que oui, donc il faut le conscientiser, il faut en parler, il faut écouter, mais si encore une fois, même si on a l'information, si elle n'est pas médiatisée, si on n'a pas de visibilité, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Sex Education, c'est vraiment une série qui, moi, je trouve, a changé l'éducation et l'accès à la sexualité. L'importance des productions culturelles pour nourrir l'imaginaire collectif avec des représentations de situations diverses et variées, complètement. Bon, quand même, on pourrait dire qu'il existe la circulaire du 5 juillet 2021. Ah, parle-nous-en. Voyons la circulaire de juillet 2021. Qui est une circulaire à destination des établissements et services médico-sociaux, des directions et des professionnels, relative au respect de l'intimité, vie privée, droits sexuels et reproductifs des personnes en situation de handicap accueillies dans les états. J'espère que vous suivez, parce que là, moi j'ai décroché, quoi. Et alors, c'est quoi cette circulaire ? Elle est disponible en PDF partout. Et tu la connais par cœur ? Non, mais on s'appuie là-dessus parce qu'il y a pas mal de préconisations qui sont faites avec un peu pas à pas comment on fait finalement pour respecter et intégrer la santé sexuelle au sein des pratiques médico-sociales. Et en fait, finalement, on s'en fait toute une montagne, mais c'est super simple. C'est replacer la personne concernée au centre et commencer par de l'information, de l'éducation. C'est, comme on disait tout à l'heure, s'enquérir du consentement. Et donc, ça passe par demander est-ce que tu veux une confiture, une tartine à la confiture ou une tartine au fromage. C'est mettre un protocole en place quand il y a une question liée aux violences ou au harcèlement qui se passe dans l'établissement en question. C'est demander avant de frapper à la porte de la chambre, demander à la personne je peux rentrer ou pas. Enfin voilà. En fait, c'est des choses vraiment basiques, quoi, finalement, le respect de la vie privée et de l'intimité des personnes. Bon, bref, les professionnels commencent à s'en saisir un petit peu, de plus en plus, parce que aussi le sujet bénéficie là en ce moment quand même aussi d'un espace sur la sphère médiatique. Et voilà, on espère que ça va aller de mieux en mieux. Ouais, alors cette partie, je l'ai nommée la représentation. Et alors j'ai posé aux 2 mamans dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont de Belgique, l'enjeu en fait d'en parler. Donc on a nommé 3 publics particuliers: les aidants familiaux, les aidants professionnels et les pères aidants. Et donc la deuxième maman à qui j'ai parlé, son intérêt s'est porté au handicap, exactement comme la première maman
maman qu'on a entendue, parce qu'un de ses enfants est porteur d'un handicap. Ensuite, elle a eu une vie professionnelle un peu chamboulée et du coup, elle s'est formée sans tabou sur la sexualité et elle a jusqu'à aller donner elle-même des formations à d'autres personnes et sensibiliser avec son fils porteur de handicap des professionnels. Donc franchement, un parcours hyper inspirant. Et je lui ai demandé à quel moment est-ce que ça avait un lien, en fait, s'emparer de la question de la sexualité, de la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que ça avait un lien avec son fils? Et voilà ce qu'elle m'a dit. Ça a eu un lien avec la croissance de mon fils, effectivement, parce que donc, il faut savoir que le fait qu'ils aient, enfin, en tout cas, je parle pour mon fils, hein, maintenant on peut extrapoler, mais en tout cas pour le handicap, mental, il faut savoir que vu que, il y a le handicap mental, ils développent d'autres côtés de leur personnalité et ce qu'il y a de très fort, en tout cas, chez Lionel, c'est le côté, sensuel, c'est le côté contact, tactile et donc la puberté, elle est venue un peu plus tôt que chez les personnes qui n'ont pas qui ne sont pas porteurs d'un handicap et moi, j'étais un peu démunie, je vous avoue, parce que comme le papa de Lionel est parti quand il avait 5 ans, voilà, c'est un garçon chez une femme. Il est venu me parler un jour en disant: «Ah maman, mon sexe, il est tout irrité, il est tout rouge». On voyait donc c'était déjà ça commençait à être un peu compliqué donc je dis: «Écoute voilà, je vais quand même regarder» et puis je lui dis: «Mais tu sais, Lionel, il faudrait que tu parles un peu» bon, moi, je suis une femme, je peux parler de la sexualité, mais ce serait bien que quand tu vas chez ton papa, tu lui en parles parce que lui, c'est un homme, il a eu un ressenti. Moi, je dis: «Je ne suis pas dans ton corps, je n'ai pas un sexe d'homme». Donc voilà, mais je dis: «Parle-en avec ton papa», mais en fait, ça ne s'est jamais passé dans la mesure où son père, n'avait pas envie d'aborder, cette question ou voilà, je ne sais pas, un côté pudique ou voilà, mal à l'aise, donc voilà, il n'a jamais, vraiment enfin voilà, discuté de ça avec lui. Donc moi, je me suis dépatouillée comme je pouvais. Ça m'étonne vraiment que les hommes ne s'en parlent pas de cette question-là. D'ailleurs, on le voit très bien, ils sont hyper présents à cette table ronde. Non. Blague à part, je vous remercie vraiment de tous et toutes être présents à cette table ronde, à l'enregistrement de ce podcast. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage ? J'imagine que ça démontre l'importance de se sentir entouré en tant que mère et sûrement démunie là, à ce moment-là, en tout cas sur cette question. Et puis, encore une fois, des représentations qui peuvent y avoir dans l'entourage de la personne concernée et avoir en fait une écoute. Là, elle n'a pas su offrir cette écoute ou en tout cas répondre, d'avoir un entourage ou des professionnels ou des pères aidants, aidantes qui sachent accueillir la parole et les questions et y répondre. C'est le bon moment de rappeler que l'urologue est au pénis ce que la gynécologue est à la vulve, donc il y a aussi des médecins. Non mais enfin, parce que on le voit, moi je le vois aussi au niveau de mon accompagnement libéral avec des personnes en situation de handicap. Autant on envoie plus facilement vers le gynécologue, mais très peu de personnes ont ce réflexe de l'urologue, donc c'est un petit truc à rappeler. J'adore. C'était très bien dit. Non mais c'est vrai. On parlait de l'enjeu, du coup, on parlait aux aidants familiaux. En fait, c'est juste pour la bonne compréhension, notamment des parents, qu'il est bon de sensibiliser sur tout un tas de sujets. Et on en a parlé également avec Lucille. Arriver jusqu'à des parents, je pense que c'est important parce que moi, quand j'avais 12 ans, quand j'ai dit mon tampon il rentre pas,
Ma mère, forcément, elle m'a dit ça va rentrer à un moment. Donc moi, je me suis dit ça va rentrer à un moment. Donc d'arriver à peut-être questionner son enfant ou du moins son adolescent, le moment où, ben, en fait, ok, ça rentre pas, mais en fait, faut peut-être pas forcer, on va peut-être comprendre pourquoi ça rentre pas. Et peut-être être là et entamer des démarches plus jeunes, de savoir, plutôt qu'un laisser installer le truc et que ça prenne des proportions qui sont peut-être importantes. Donc ouais, c'est hyper important. Bon, de toute façon, l'information, c'est hyper important dans tous les cas. Oui, j'ai l'impression que ça rappelle encore une fois l'importance de l'autodétermination, d'entendre ce qui est dit par la personne concernée. Et de ne pas rendre ça tabou, parce que certes, ça aurait pu être mieux, mais déjà, je me dis qu'à 12 ans, pouvoir verbaliser ça à sa maman, c'est déjà pas donné à tout le monde. Donc évidemment que ça a dû être très compliqué pour la personne concernée, hein, c'est pas la question. Mais enlever le tabou du corps, enlever le tabou du sexe, pouvoir dire aux enfants aussi, situation de handicap ou pas, qui peuvent parler de ces sujets-là à leurs parents, aux professionnels, c'est très important pour moi. Oui, et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est pas facile d'être parent d'enfants, je veux dire que ce soit en situation de handicap ou pas, peu importe, mais le job de parent, il est pas aussi simple qu'on le pense quand on décide d'en avoir. Donc, c'est un parcours de surprise, c'est un parcours de remise en question aussi. Et puis bon, c'est vrai qu'arrive un moment où, peu importe l'âge, de toute façon, il y a des questions sur le sujet. C'est évidemment pas les mêmes questions à 3 ans, quand l'enfant, dans son développement psycho-affectif, commence à avoir des questions sur sa vulve ou son pénis, etc., qu'à 12 ans, quand le trafic hormonal débarque et que les choses se complexifient. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir dire aux parents qu'à un moment donné, ils ont le droit aussi, en tant que parents, en tant que personne, de ne pas savoir quoi répondre, d'être gênés, d'être remis en question sur des choses qu'ils ne voulaient pas forcément non plus, et que justement, il y a des professionnels dédiés, il y a des associations, il y a des lignes téléphoniques pour ceux qui ne veulent pas sortir de chez eux. Quoi qu'il arrive, quand on veut, on peut avoir de l'information. Donc, je serais un peu plus nuancée sur certains sujets parce que techniquement, oui. Après, ça demande aussi des ressources, ça demande du temps, de l'implication, d'aller trouver aussi les bonnes personnes qui savent en parler. C'est pas hyper facile en fait d'avoir accès directement. On ne sait pas, tel sujet, telle personne. Enfin, on le sait très bien dans nos domaines que c'est compliqué de trouver certains interlocuteurs ou interlocutrices spécialisés. Évidemment, ça demande effectivement un effort de la part du parent. Après, encore une fois, on a énormément en termes de bibliographie, en termes de documents sur Google, etc., sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr qu'on a plein d'informations, dont certaines qui sont complètement erronées et vraiment pas bonnes. Mais après, si en fouillant un petit peu, on sait qu'il y a des sites, et on va peut-être en parler ici, sur toutes les questions dédiées en tout cas à la santé sexuelle. Il y a un super site qui est super accessible et dont les informations sont vraiment de qualité. Et là, pas forcément sur la thématique du handicap, mais de manière générale, c'est le site onsexprime.fr où on va avoir accès à plein d'informations, et là pour le coup les parents, peu importe la situation de leur enfant, mais en tout cas peuvent acquérir de l'information qui est safe. Ouais, c'est super ce que tu dis, merci beaucoup. Danielle nous en avait parlé, donc c'est la maman de cette jeune femme atteinte d'autisme, donc je vous le répète, qui dit « Pour les parents, c'est tenter d'accepter que notre enfant est un adulte en devenir ou est déjà un adulte et d'adapter ses droits à sa dimension. » Donc on est d'accord que c'est pas toujours évident pour n'importe quel parent, et il faut pas non plus incriminer les parents qui ne sont pas hyper à l'aise avec les questions, et trouver un interlocuteur ou une interlocutrice qui va vraiment pouvoir être d'un soutien pour l'enfant.
parce qu'elle a dit aussi, elle a critiqué le fait de ne pas avoir des professionnels qui ont pu s'emparer par exemple du problème des menstruations pour sa fille, et elle a dû vraiment lui montrer et a perdu ses acquis avec sa fille à ce niveau-là, qui ensuite sa fille la suivait dans les toilettes, etc., alors que elle ne le faisait pas, elle ne le faisait plus et elle ne le fait pas avec les autres personnes, mais sachant qu'elle s'est emparée de ce sujet-là pour sa fille a perdu tous les acquis avec sa mère. D'où l'importance aussi des professionnels. Et c'est l'autre maman qui nous en a parlé. On écoute. L'enjeu, c'est de pouvoir, enfin moi je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont faites de votre côté, mais en tout cas, pour avoir une ouverture justement et une flexibilité au sein des institutions, pour qu'il y ait une communication avec au sein même de l'institution, pour faciliter des rencontres, pour faciliter les besoins, pour aussi interroger les propres personnes, parce que c'est vrai, on parle de sexualité pour les personnes porteuses de handicap, mais il faut aussi s'interroger sur notre propre vécu au niveau de la sexualité, parce que c'est sûr que on va rencontrer des personnes dans les institutions aussi, hein, comme partout, qui sont peut-être justement très, je vais employer un mauvais terme, mais rigides, ou c'est difficile pour elles. Mais en tout cas, c'est pour les personnes qui sont volontaires de pouvoir développer au sein de l'institution des rencontres, de pouvoir parler avec leurs résidents de tout ce qui est la sexualité, comme là je vous en parle de façon très très raccourcie, et de voir comment eux, les écouter, savoir ce qu'ils ont besoin, parce qu'on parle de sexualité, mais ça peut être parfois simplement, ils vont vous dire: «Ah, moi j'ai envie de faire l'amour», et puis quand vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est simplement pouvoir toucher la personne, ou l'embrasser, ou sentir sa peau contre la sienne, mais que c'est pas forcément l'acte sexuel. Voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc c'est un peu tout ça, dont c'est hyper important. Cette ouverture, en tout cas, du personnel, des aides familiaux, des éducateurs au sein des institutions, et même des parents. Je pense qu'il y a vraiment cette enfin, il faut aussi sensibiliser les parents une fois que, bah, les professionnels sont sensibilisés aussi, et vraiment mettre ça dans un cadre en disant: «Oui, mais il n'y a pas de débordement. On va pas mettre 2 personnes ensemble et advienne que pourra, se passera ce qui va se passer». Non, pas du tout. C'est vraiment un accompagnement, doux, et et voilà, et ça ne peut être que profitable, mais pour tout le monde, hein, pour les personnes porteuses d'un handicap, et pour les éducateurs ou les professionnels, dans ce domaine-là. Moi, ce qui me vient après cette écoute, c'est que souvent, oui, on prend l'exemple des éducateurs, mais pour moi, avoir été à cette place-là en structure, c'est vrai que c'est souvent compliqué parce qu'on est souvent en manque de personnel et sur tous les fronts. Et souvent, ça remonte en se disant, bah, on gère ce qui est l'éducatif, on gère le social, on gère l'autonomie, et gérer ces questions-là de sexualité compliquées, avec en plus souvent une différence pour les personnes accueillies en structure entre l'âge réel et l'âge développemental. Donc ça, je pense que c'est aussi une difficulté à prendre en compte. Plus ces questions-là de représentation, moi j'ai ce souvenir il y a quelques années d'une femme accueillie en structure qui était depuis des années traitée pour une mycose et qui en fait se masturbait seulement parce qu'elle se frottait la vulve à travers ses habits et personne n'avait conscientisé que c'était de la masturbation, parce que des femmes dans l'équipe qui du coup, je pense, bah, pour le coup, n'avaient même pas conscientisé elles-mêmes leur masturbation. Et je trouve que cet extrait, il résume hyper bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous voulez réagir aussi à l'extrait que l'on vient d'entendre? Bah, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais travaillé en tant que professionnelle dans un ESMS, donc
c'est sûr que c'est facile, je pense, de ma place de dire ça, mais j'ai l'impression que le nerf de la guerre, c'est vraiment la formation des professionnels à savoir accueillir ces questions-là, et que je me répète un petit peu, mais c'est pas seulement d'accueillir la question de en fait non, arrêtez de me donner des ovules, je suis en train de me masturber, c'est aussi la question de l'autodétermination et d'être en capacité d'agir et de penser pour soi. Et ce côté de représentation, c'est que moi, à l'époque, ce qui m'avait un peu marqué, c'est que tous les garçons de l'internat avaient sur leur emploi du temps un picto, masturbation, qui ne s'appelait évidemment pas comme ça, mais qui était en mode de temps calme. Sous-entendu, tous les garçons allaient à ce moment-là dans leur chambre et avaient le droit de se masturber, et restaient 7 femmes qui, du coup, avaient une mycose, ce qui n'était pas le cas. Mais après, pour moi, ça a été entre guillemets facile parce que j'étais déjà formée sur le sujet et je venais d'arriver. Donc j'avais ce regard nouveau. Mais il y avait aussi ce truc en me disant, punaise, la nuance est folle. Ils ont conscientisé la masturbation des garçons. Ils ont été jusqu'à mettre un temps et créer un picto pour. Mais par contre, cette femme, qui en plus était une des plus âgées, personne n'a pensé à un moment que... Pour compléter ce que tu dis, Emma, sur la formation pour les professionnels, et si pas formation, s'appuyer sur des personnes ressources, des associations qui sont formées sur ces sujets-là et qui vont pouvoir mettre en place des temps d'échange potentiels avec les personnes pour en parler. Paul, je sais que tu fais ça depuis peu, avec les VARS, etc. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Oui, on va en parler bien sûr, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que bien sûr, il y a les personnes ressources et tout, il y a là où tu vas orienter forcément ton public vers des structures qui vont être en capacité c'est très bien. Mais à la base, il faut quand même ces temps de sensibilisation ou de formation auprès des professionnels qui ne sont pas forcément destinés à la santé sexuelle. Parce que comment eux ou elles vont-ils faire le lien avec la santé sexuelle et des professionnels existants si à un moment donné, ça ne leur vient pas naturellement? Et encore une fois, là, ça va dépendre de la personne, de la direction, de la politique structurelle, etc. Donc, plus on sera dans la banalisation, parce qu'il faut banaliser le fait que l'accès à la santé sexuelle et que ce ne soit pas quelque chose de transgressif quand tout d'un coup on va parler vulve ou pénis, etc. Que ça soit que ça soit pas choquant ou dérangeant. Donc il faut de toute façon en parler, continuer à en parler pour aussi que petit à petit les professionnels qui rentreront, comme tu l'as fait parce que tu as encore... tu es plus jeune que nous quand même, l'ont fait à un moment donné avec cette fraîcheur, avec cette envie, et parce qu'à un moment donné, ils et elles ont eu accès à beaucoup plus de liberté par rapport à leur santé sexuelle. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu dis c'est un projet global et qui passe par aussi la politique structurelle institutionnelle et préconiser aussi l'inscription dans le règlement intérieur ou dans le projet d'établissement ou le projet de service, d'inscrire justement l'importance de respecter la vie privée, les droits sexuels et reproductifs des personnes accueillies, parce que ça met tout le monde d'accord. Ça veut dire les professionnels qui lisent le règlement ou le projet, et puis également les familles qui viennent se renseigner pour que la structure en question accueille leur enfant, adulte ou majeur ou mineur, et où les familles, bon là les deux extraits, en tout cas les deux parents qu'on a entendus en extrait, ce sont des parents belges qui ont bien travaillé le sujet, qui sont avancés dans la déconstruction. C'est pas le cas de toutes les familles, mais c'est compréhensible. On en a déjà parlé. Voilà, ça renvoie aussi à nos propres représentations, etc., nos propres limites. Et donc, de les inscrire dans la politique institutionnelle, c'est aussi mettre tout le monde d'accord sur... on parle le même langage.
C'est du coup cette importance de prévention, de sensibilisation et de formation professionnelle. Donc on a parlé des aidants familiaux, on a parlé des aidants et aidantes professionnelles. On ne pourra malheureusement pas parler des pères aidants. J'avais une personne qui souhaitait m'en parler, mais c'est justement ce que j'ai dit, qui est tombée malade et donc du coup qui n'a pas pu témoigner. Je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode parce que c'est bien aussi de temps en temps de faire des focus sur certains aspects plus précis. Et je pense que ça sera l'occasion également de parler de reproduction, parce qu'on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, donc pourquoi pas un autre épisode, vous nous direz si ça vous intéresse ou pas. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de l'importance des représentations, l'invisibilisation que l'on voit encore très présente des personnes en situation de handicap dans les livres ou dans la culture pop en général. Et après, on fera aussi un petit temps d'échange. On arrive au terme de cet échange et on pourra faire un échange avec la salle. Au niveau des représentations, c'est un petit peu ce que Emma disait tout à l'heure. Dans tout ce qui est séries, films, je trouve que c'est ou des représentations de handicap avec des niveaux très hauts. Après, moi, je parle plus d'autisme parce que c'est ma formation initiale, mais ces dernières années, on parle beaucoup d'autisme avec des Good Doctor, avec des Sheldon de Big Bang Theory, donc des niveaux très très hauts, niveau cognitif, ou au contraire... souvent, c'est souvent des hommes avec autisme qui sont des poids en fait pour leur famille, des poids pour la société, où c'est vraiment le pauvre. Et il y a très peu, moi je trouve, de représentation intermédiaire de personnes lambda, comme n'importe qui, en situation de handicap, avec de potentielles difficultés, mais comme on pourrait en avoir. Au niveau des représentations, je trouve que c'est souvent d'un extrême à l'autre, et c'est pas forcément représentatif de la réalité, des difficultés ou pas. Oui, puis dans pas mal de séries, sauf je crois une française, mais dont j'ai pas le nom parce que comme je regarde pas la télé, mais je sais que ça a existé, mais on prend pas forcément de personnes en situation de handicap pour interpréter les rôles. Sauf une série française avec une jeune fille trisomique, il me semble, qui a joué le rôle d'une personne trisomique. Bon, ça c'est formidable. Je trouve. Ce serait bien que dans Good Doctor, pour le coup, il a Asperger, c'est ça ? Ouais. Ce serait bien de travailler, de pouvoir mettre en scène alors peut-être qu'il doit avoir des troubles parce qu'il... Non, même pas. Justement, ça a été souvent critiqué et soulevé. C'est que c'est de l'acting. Donc, c'est de base, on va dire, avec entre guillemets un bon fond pour montrer que ça existe. Mais si on fait le parallèle avec d'autres situations, ce serait vraiment hyper problématique. Et là, ils ont fait une série française, je crois, sur une détective, enfin, j'en sais rien, mais qui joue une autiste dans les clichés purs et durs. Enfin, moi, ça fait quasiment 10 ans que je bosse avec des profils TSA. Je n'ai jamais croisé une femme autiste comme ça. Et tout le monde était là en mode « c'est génial, on parle enfin d'autisme ». Sauf que c'est de l'acting. Enfin, et c'est, alors que, j'imagine que des femmes, en plus, autisme dit avec haut potentiel, qui font de actrices, doit y en avoir. Enfin, ça doit exister. Et Good Doctor, je me souviens pas de ce que tu as dit. C'est bien représenté ou pas ? C'est pas que c'est bien ou mal représenté, c'est qu'en fait, ça a été chopé sur Internet, ou des professionnels, ou peut-être potentiellement des personnes autistes concernées qui ont dit moi j'ai tel et tel truc en particularité, mais en tout cas, c'est un acteur neurotypique. Et qui performe, voilà exactement, qui performe. Et performer un genre ou performer se grimer la face. Ou... Mais c'est ça, exactement. Alors, c'est ça, ça a presque un blackface, ce personne handicapée. Enfin, c'est quelqu'un de valide qui imite le handicap. Et moi, ça me pose énormément de problèmes de voir ça. Si on est toujours dans les séries, moi j'aurais une recommandation, c'est la série 1m20 qui était sortie sur Arte. C'est une série espagnole, c'est une jeune fille en situation de handicap moteur. Alors là-dessus aussi, on pourrait dire c'est quand même les handicaps moteurs sont majoritairement représentés quand on parle de handicap. Et rappelons, profitons-en pour en rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. C'est quand même une bonne majorité. La série 1m20, elle est assez subversive en parallèle avec ce qui peut nous être proposé. Et elle est disponible sur Arte.
Après, moi, je soulève aussi beaucoup de problèmes et souvent je rouspète. Mais par contre, il y a la série sur Netflix, Atypical, qui, je crois, n'est pas non plus jouée par un homme autiste, mais qui, par contre, est une série super. Enfin, moi, je l'ai trouvée top. J'en ai parlé à quelques personnes concernées. C'est très bien. Et d'un côté, moi, j'ai ce regard de nanana, c'est pas bien, c'est pas des vraies personnes en situation de handicap, mais parce que j'ai des connaissances entre guillemets avancées par rapport à mon métier. Je me dis pour n'importe qui ou pour moi sur d'autres sujets, c'est génial que sur Netflix, une des séries les plus regardées en 2022, ça a été 4 saisons qui suit une famille avec une personne en situation de handicap. Donc bon, c'est pas. Moi, je vous propose un petit temps d'échange. L'une des personnes aux extrémités, si l'une de vous deux pourrait laisser sa place pour qu'éventuellement des personnes puissent venir soit poser des questions, parce que du coup, problème d'enregistrement, il faut que vous soyez devant un micro pour qu'on vous entende, ou alors pour venir témoigner d'une chose en particulier. Voilà, vous avez un micro de libre, merci Paul. Est-ce que quelqu'un serait intéressé de venir parler ? T'es Diego de Tous pour Chacun, c'est ça ? Ok. Si tu veux nous dire ce que le podcast, les échanges qu'on a eus, à quoi ça t'a fait référence ? On a parlé de représentation du handicap, représentation de la sexualité, sensibilisation des personnes concernées, formation des professionnels. Oui, du coup, le podcast était très, 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 très intéressant. Du coup, tous les sujets étaient intéressants, bien expliqués, bien compréhensibles. Et du coup, moi, je voulais juste dire que moi, je suis en situation de handicap. Et ça fait 6 mois que je suis en couple. Et du coup, moi, je n'ai pas de problème, on va dire, avec tout ce qui est la sexualité. Par contre, ma partenaire, elle était vierge, on va dire. Et du coup, c'était plus compliqué parce que on l'a fait une fois, mais elle était très dans la retenue, tout ça et tout. Et elle savait pas forcément comment. Donc c'est moi qui ferai un peu les devants. Et alors, comment vous le gérez ? Est-ce que vous en discutez ? Est-ce que vous avez fait appel à un professionnel ressources ? Est-ce que vous vous êtes tourné vers... ou est-ce que vous avez lu sur le sujet ? Non, Si tu as envie d'en dire plus. Hein. Moi, je savais au début, on a fait, on va dire, que des préliminaires, bisous, câlins, fellation, masturbation. Et après, après, on a eu un rapport non protégé. Du coup, moi, le lendemain, le matin, je l'ai amené à la pharmacie. On a pris le cachet, la pilule du lendemain. Et après, elle est allée chez sa mère. Et sa mère m'a appelé et elle m'a dit qu'elle était contente parce que j'ai insisté ma copine à aller prendre la pilule du lendemain. Et donc après, on a pris rendez-vous au planning familial, du coup, qui est après Pascal Rossine. Et du coup, là, on a vu un docteur et elle nous a parlé de surtout plus à ma copine, mais moi j'étais présent, des moyens qui étaient possibles pour avoir des rapports sans qu'il y ait forcément voilà. Donc elle nous a proposé la pilule, l'implant ou le stérilet. Du coup, on en a parlé. Après, elle nous a dit je vous laisse une semaine pour en réfléchir. Parce qu'elle a aussi fait faire
à ma copine un test de grossesse suite au rapport qu'il y avait eu, même si on avait pris la pilule, il y avait un petit risque de... Bon, après, quand on est revenu, bon, le test de grossesse était négatif. Moi, j'ai fait des analyses au niveau de tout ce qui est maladie. Comme j'avais par le passé, j'avais eu des rapports, voilà. Et on a choisi, elle s'est fait mettre un implant. Elle s'est fait mettre un implant la semaine dernière. Et là, ce week-end, c'est bon, normalement. On peut commencer à avoir des rapports. Et ben bon week-end, Diego. Merci. Est-ce qu'ils t'ont parlé justement des IST, du VIH, etc. Tu m'as dit que du coup, toi, avais fait des... Moi, j'ai fait une prise de sang. Ouais. Voilà. Est-ce que ta copine en a fait aussi Et est-ce qu'à même à la pharmacie, ils vous ont proposé des moyens pour... comment on appelle ça, Paul pour stopper la PrEP. Non, la PrEP, c'est en prévention avant, mais pour et stopper après une charge virale au VIH, c'est le TPE. Le TPE, est-ce qu'ils vous en ont parlé pour s'il y avait un risque de transmission de VIH, voilà, une prise de risque? Est-ce qu'ils vous ont parlé de ça? Non, ils ont jugé que ma copine avait eu aucun rapport avant. Du coup, il n'y avait pas nécessité de... Pour toi, ouais. Pour moi, oui, il fallait, mais pour elle, il n'y avait pas forcément... Oui. Ok. Pour toi, il fallait te faire... Moi, j'avais eu des rapports non protégés, et ça, je le savais. Mais ça, tu as fait avant le test d'avoir des rapports avec ta copine, ou est-ce que tu l'as fait après? Justement, après le test. D'accord, tu as eu un rapport après le test. C'est ça. C'est sûr que chronologiquement parlant, c'est pas l'idéal, mais par contre, là, moi, je trouve ça génial. Tu vois, déjà que tu as été présent pour ça, parce que être accompagné par son conjoint à la pharmacie pour la pilule du lendemain, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Non, mais ou le copain qui accompagne pour une prise en charge de contraception et tout. Enfin, moi, je suis hyper... je trouve ça génial. Enfin, franchement, bien joué. Bon, là, on a parlé des... Merci beaucoup Merci, pour Diego. ton témoignage et pour ton partage d'expérience. De rien. Oui, du coup, nous accueillons une nouvelle personne. Merci. Alors, comme vous avez parlez bien en face. Ouais. Comme vous avez parlé des aidants non professionnels, bon, l'UNAFAM représente les aidants familiaux, mais aussi amis ou entourage, et femmes solidaires également, pour bien sûr tout ce qui est les droits des femmes. En ce qui concerne la situation sur le handicap, nous sommes en relation avec notamment le handicap psychique, mais tout ce qui a été dit est vraiment intéressant par rapport à tous les handicaps. Et le handicap psychique, c'est quelque chose aussi qui est un peu comme tout handicap, spécialisé, avec une prise en charge sans doute différente, puisque ça a trait à la santé mentale, à la représentation par essence de ce que la personne qui est en situation de handicap psychique se représente, la sexualité, son propre corps. Donc c'est quelque chose qui est, en principe, travaillé également avec les soignants. Donc ça, je voudrais au moins dire qu'il y a quelque chose qui est ouvert au niveau du dialogue lors des entretiens de soignants, quand ils ont une prise en charge. Ce n'est pas toujours évident, bien sûr, d'avoir une continuité ou sur ce sujet ou au niveau des entretiens, mais souvent c'est abordé. Et c'est très important de pouvoir en parler. La représentation du corps, qu'est-ce que représente pour eux voilà, les relations déjà interpersonnelles, mais aussi sexuelles. C'est quelque chose qui peut donner aussi bien un épanouissement qu'au départ des freins, et essentiellement des freins. Et donc, il faut être accompagné, aussi bien des soignants, et ça, c'est quelque chose qui va aller de plus en plus, va être pris en compte dans les soins
psychiques, psychiatriques, ça va être pris en compte de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a encore, bien sûr, beaucoup de pudeur, ne serait-ce que sur ce sujet, parmi les soignants, les infirmiers, etc. Mais c'est quelque chose qui tend maintenant, grâce à tout ce que vous avez dit, signalé, toute la médiatisation, les actions des associations, celles qu'on fait notamment maintenant, on sent qu'il y a un changement, une ouverture, parce que, comme vous disiez également, ça renvoie à la propre présentation de la personne. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en même temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, il faut s'impliquer. Donc c'est assez difficile pour les intervenants. Et je suppose qu'il peut y avoir également de la supervision des équipes soignantes ou dans le médico-social, parce que ce n'est pas un sujet anodin. Et la supervision, c'est quelque chose qui ouvre la parole à du collectif. Et ça ne reste pas, si vous voulez, lié qu'à une seule personne. C'est pas l'infirmier personnel qui va décider de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va amener. C'est peut-être intéressant d'avoir cette parole collective qui va finalement justifier tout ce travail qui est fait autour et qui va conforter la parole de l'institution, qui va prendre de plus en plus d'importance. Moi, je voudrais parler du GEM au Passadio. Entre autres, il y a des groupes d'entraide mutuelle qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique, aussi bien sur Bastia, Porto Vecchio que sur Ajaccio. Donc, je voudrais dire que ces personnes-là reconstituent un petit peu la société dans le groupe d'entraide mutuelle, dans ce local, dans ces locaux qui sont vraiment aménagés pour prendre un café, établir des relations sociales qui manquent terriblement et immanquablement. Des amitiés se lient. À l'extérieur également, il peut y avoir plus, bien sûr, pourquoi pas, mais il y a bien sûr de chaque côté des freins. Et il serait intéressant, mais c'est quelque chose qui appartient à l'animateur, ce qui ne m'appartient pas, même si je suis parrain en tant qu'une femme du GEM au Passadio, de faire peut-être des ateliers avec des professionnels qui viendraient expliquer. Justement, ça serait très bien. Aussi bien pour le médico-social que, voilà, c'est vraiment... je pense on en est au début et c'est très important qu'on puisse faire des émissions comme ça là. Enfin, voilà, c'est très, très important. Merci à vous. Vous rigoliez, Aude et Emma, ça vous fait penser à une expérience personnelle ? Ce que disait Madame Andragne, merci beaucoup pour votre échange. Du coup, je ne peux que faire de la publicité pour le centre ressources Intimagir. On fait de la supervision avec les équipes professionnelles. On se propose de les accompagner justement à l'intégration de la santé sexuelle au sein de leur pratique médico-sociale à travers de la formation, de la sensibilisation, enfin bref, tout un tas d'actions qu'on a mis en place et qui sont basées sur la fameuse circulaire dont on parlait tout à l'heure. On met également des ateliers en place à destination des personnes concernées. Et puis, Aude propose aussi des temps individuels, cette fois-ci, sur la sexothérapie. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Pardon. Peut-être pas. Oui. On propose des temps, du coup, financés par le centre ressources, donc gratuits pour les usagers et usagères. Nous, on est basé sur Bastia, mais par contre, on est souvent sur Ajaccio, donc on peut se rencontrer ici. Sauf quand il y a de la neige. Sauf quand il y a Non, et encore qu'il y a de la neige. Franchement, on est là. On est qui, nous ? En 10 ans de voiture, il n'y a que pour toi que j'ai pas fait demi-tour. J'ai fait demi-tour pour moins que ça, au col, Audrey, vraiment. J'apprécie vraiment. Oui, tu peux. Donc, à partir de mai... Non, je plaisante, mais il y a aussi également en consultation en visio. Enfin, là, qui est partie du coup, mais je pensais pour le coup à la conjointe de Diego. Où, on peut intervenir en individuel aussi. Et puis, Paul. Ouais. Oui, éeffectivement, également dans l'émission... Pardon. Alors, effectivement, dans l'émission de l'EVARS, qui n'est pas axée essentiellement sur les situations de handicap et plus généralement sur la santé affective, relationnelle et sexuelle, effectivement, on peut également intervenir de façon collective et ou individuelle autour des usagers et usagères en situation de handicap. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler ensemble en complémentarité parce que, on n'est pas forcément nombreuses, je dis nombreuses parce qu'il n'y a pas beaucoup de nombreux, sur les thématiques de santé sexuelle, affective, relationnelle. On va avoir forcément une vision différente et des choses à apporter qui vont
où le fond va être commun, enfin les valeurs vont être communes, le fond différent. Mais au moins, pareil, de la même manière, ça permet en fait aux usagers et usagères aussi de choisir tout simplement quelle interlocutrice, avec quel interlocuteur ou interlocutrice on va être le plus ou moins à l'aise. Et là, ça va pas être une histoire de compétences, ça va être une histoire de rencontre. Donc, de la même manière que les personnes que les personnes en situation de handicap aient le choix par rapport à leur autodétermination, ils et elles peuvent aussi avoir le choix de leurs référents-référentes et peuvent même choisir de travailler avec plusieurs personnes en même temps parce que c'est ce qui va créer la richesse, quoi. Parce que je crois que là-dessus, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on se dise aussi très clairement, toutes et tous ensemble, c'est que personne a la vérité absolue, quel que soit le sujet que l'on traite. On est là pour apporter des outils, pour apporter des pistes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On est là aussi pour apporter un petit peu de bon sens et un petit peu de recul, d'émotion aussi, parce que la transmission, elle passe aussi par l'émotionnel. Et du coup, je trouve qu'on a la chance de faire des métiers absolument extraordinaires. Et ça, pour le coup, ça... Enfin, voilà. Voilà. Si vous avez besoin, envie, on est toutes là. Alors, nous accueillons une nouvelle personne. Oui, elle vient. On parle bien dans le micro, hein. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Orlando. Merde, pardon. Donc bon. Oula, ça tient pas. Ça a débranché un truc. Ah oui, le casque. Ouais. Alors bonjour, moi je m'appelle Orlando Foucault, donc je fais partie de l'association Tous pour Chacun comme Diego. Donc voilà, moi je suis très timide en fait. Et du coup, mes difficultés, c'est que j'ai du mal en fait à trouver genre une partenaire, à, je sais pas moi, genre entamer une conversation en dehors avec une fille. Je suis très 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 timide. Bon, après, bien sûr, je suis timide, mais genre, c'est pas marqué là, hein. C'est pas marqué là, pas du tout. C'est que voilà, ça... Mais d'un côté, ça me bloque un peu, donc... Du coup, je suis content aujourd'hui d'être venu avec vous, quoi. Et de pouvoir en parler pour savoir un peu si vous pouviez m'aider par rapport à ça, quoi. Si vous avez des sujets, je sais pas moi. Mais je sais, j'aurais pas de réponse solution là toute faite, mais en tout cas moi ça me fait penser que la santé sexuelle finalement c'est aussi une question d'estime de soi et de se sentir à l'aise avec qui on est, avec les autres et de relationnel, quoi. Aussi, prendre la parole à un podcast devant plein de personnes, c'est sacrément bien pour quelqu'un de timide, donc c'est déjà un bon gros pas de fait sur l'estime de soi et la confiance. C'est-à-dire que non, moi après ça me fait rien du tout de parler devant tout le monde, hein. Ok, cool. C'est que je vais prendre un exemple. En fait, on a à l'ancien collège des Padus, je sais pas si vous savez où c'est exactement, il y a le Resto du Cœur. Et du coup, donc je prenais un micro pour m'amuser à chanter devant tout le monde. Et c'est comme ça que de là, voilà. Après, c'est rien pour moi, ça. Après, je sais, on m'a déjà dit, il y a plus pire que toi. C'est vrai que dans le monde, il y a plus pire que moi. Après, moi, c'est rien encore. C'est vrai que dans le monde, il y a plus pire que moi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que en fait, se présenter en face d'une personne pour dans le cadre d'un truc un peu plus romantique, sentimental ou sexuel, ça renvoie pas du tout à la même chose que de prendre le micro devant une assemblée et de parler ou chanter, ou je sais pas ce que tu faisais devant les Restos du Cœur, mais que ça renvoie pas du tout à la même chose, c'est pas la même. Après, moi personnellement, ça m'est égal, hein. Je peux parler même devant 1000 personnes si je veux. Accompagné aussi, bien sûr, comme ici, hein. Toi, l'octogone. Paul, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais juste une petite question. Du coup, est-ce que, avant d'avoir eu
l'information de cette table ronde ce matin. Est-ce que au sein de ton association, vous avez d'ores et déjà évoqué ces thématiques, alors de façon officielle ou de façon formelle ou informelle, mais est-ce que c'est quelque chose en tout cas qui est ressorti ou qui ressort? Bah, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut, par exemple, je m'excuse, hein, parler de la sexualité, c'est, Mais t'excuses vraiment pas. par exemple, on peut prendre un éducateur ou une éducatrice qui fait partie avec nous de l'association Tous pour Chacun, on les prend dans le bureau, on les prend à part des autres, et après on commence à parler, parce qu'ils sont vraiment à l'écoute. Et mon collègue là-bas, il peut vous le dire aussi, hein, donc voilà, Diego là-bas. Et donc, ouais, franchement, c'est nickel. Et normalement, on va mettre en place des choses avec l'association, des ateliers, des jeux. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez voté là vendredi dernier. Une fois qu'on était parti, on verra, on en Bonne discutera. question, je sais même plus si on a voté. Oui, on a voté oui. Et oui, parce que comme Wendy vous l'a dit, il n'y a que ceux qui sont en situation de handicap qui votent. Oui. Ouais. Comme moi, Diego, plusieurs. Oui, le modèle de Tous pour Chacun, pour le Ouais. coup, c'est un modèle dont il faut s'inspirer. C'est vraiment très chouette. C'est par et pour les personnes concernées. Et oui. Après, cette association, il est super. Hein. Il est super, on fait plein d'activités, on fait du foot, c'est inimaginable. Inimaginable. Moi, ça fait environ, je dirais 3-4 ans environ, je ne sais plus exactement que je suis là-bas. C'est inimaginable les progrès que j'ai fait, franchement. Très top. Ah oui. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage et de toute façon tu as des personnes ressources ici qui je pense pourront t'aider lors d'entretiens individuels pour parler, faire émerger peut-être des solutions ou des hypothèses de solutions qui te permettraient d'avancer dans ta vie affective. Ah ben, je le souhaite, hein, franchement, je me le souhaite. Hein. Ben, nous aussi, nous te le souhaitons. Merci beaucoup pour ton témoignage. On va finir sur ces belles paroles. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes là. Je vous remercie infiniment tous et toutes d'avoir été présents, d'avoir échangé avec nous. L'échange informel peut continuer. On est encore là. Donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, d'avoir été présent et présente. C'était Audrey Royer pour Podcast ou Sexiste. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines sorties et des prochains événements. Et je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.